qui est aussi déterminé en fonction des coûts de transport, des coûts de distribution et de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on les aura éventuellement, les effets réels sur le prix au détail. Il faut dire aussi que les investissements, les gains de productivité réalisés à la ferme ont compensé une partie des augmentations. Alors, 2,2 % à partir du 1er février 2023. La dette par carte de crédit augmente au Canada. Oui, les Canadiens qui s'endettent de plus en plus pour payer toutes leurs dépenses de tous les jours. Le solde moyen des cartes de crédit a atteint un niveau record. 2121 $. 2121 $ de solde moyen des cartes de crédit. C'était à la fin septembre selon Equifax. La dette moyenne par consommateur, en excluant les hypothèques, a grimpé. On est rendu à 21 188 $ de dette moyenne par consommateur. Plus de la moitié des Canadiens, selon Equifax, sont inquiets de ne pas pouvoir payer leurs factures régulières, comme le loyer ou les factures d'électricité, en raison de leur propre endettement, en raison de la hausse de l'inflation. La dette moyenne des cartes de crédit a diminué pendant la pandémie, on avait vu ça, mais l'utilisation des cartes de crédit remonte depuis 6 trimestres de suite. Et là, on revoit donc des niveaux de crédit qui sont élevés. À un moment où il y a des pertes d'emploi, l'inflation est élevée, les taux d'intérêt augmentent et une récession semble s'annoncer. C'est quand même des données préoccupantes aujourd'hui. Oui, absolument. Maintenant, forte hausse de l'action en bourse de Uber aux États-Unis sur le marché américain en hausse de plus de 12 % à la bourse aujourd'hui après avoir publié des résultats financiers supérieurs aux attentes pour son 3e trimestre. Les clients dépensent davantage en ce moment pour se déplacer et pour commander des repas et ça fait en sorte que les revenus de l'entreprise à son dernier trimestre ont augmenté de 72 %. 8 milliards 340 millions de dollars américains de revenus. Et ce n'est pas une entreprise rentable comme beaucoup d'entreprises technologiques. L'entreprise a dévoilé une perte nette d'1 milliard 200 millions au cours du dernier trimestre. C'est quand même 50 % moins qu'en 2021 à la même période. La grande question pour Uber, pour une entreprise comme Uber, c'est de savoir si la récession qui s'annonce avec les niveaux d'inflation qui sont élevés, si ça ne va pas entraîner une baisse finalement des activités d'Uber. Est-ce que les gens vont accepter de payer une prime comme ils le font présentement pour les services d'Uber? Les tarifs d'Uber et de Lyft aux États-Unis sont 36 % plus élevés qu'en septembre 2019. Donc, il y a une prime à opter pour ce choix de transport. À noter que le ralentissement de l'économie amène plus de gens à offrir en ce moment leur service de transport avec Uber. Il y a de plus en plus de chauffeurs et le nombre de chauffeurs actifs est revenu au niveau de 2019. Je vous mentionne, parlant d'Uber, que la Cour supérieure du Québec autorise une action collective concernant les frais de livraison imposés aux clients d'Uber Eats. C'est le cabinet québécois Lambert Avocat qui mène la charge pour toutes celles et tous ceux qui ont été clients d'Uber Eats entre le 4 juillet 2017 et le 20 avril 2021. Le cabinet réclame le remboursement des frais de livraison qui ont été payés par les clients en plus de 100 $ par transaction pour dommages-intérêts punitifs, parce qu'avant ce moment-là, en avril 2021, Uber Eats n'avisait pas ses clients dès le départ qu'il y avait des frais de livraison qui seraient ajoutés. Et ça, de ne pas donner le prix au complet, ça contrevient. Oui. Et Elon Musk poursuit son apprentissage de son nouveau jouet Twitter. Oui, exactement. Ça ne se fait pas sans quelques dommages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis du bâtiment et qui ne pourront pas revenir dans le bâtiment de Twitter. Donc, il y a des congédiements. M. Musk a décidé de libérer tout le monde de ses fonctions au conseil d'administration, y compris Patrick Pichette, le Québécois Patrick Pichette, qui était le président du conseil d'administration de Twitter, donc il ne l'est plus. Elon Musk s'est auto-nommé PDG de l'entreprise, il en est le propriétaire. Il annonce aussi qu'il souhaite augmenter le nombre d'utilisateurs payants. Il en coûtera éventuellement 8 $ par mois pour avoir un compte vérifié. Vous savez, il y a 423 000 comptes vérifiés avec le petit crochet à côté du nom. C'est souvent des politiciens, il y a des journalistes, des gens de médias qui notamment ont un compte vérifié. Si 10 % de ces comptes payaient 8 $ par mois, ça donnerait un peu plus de 4 millions de dollars de revenus par année à Twitter. Twitter a généré 4 milliards et demi en revenus de publicité l'an passé. Ouais. Donc, c'est pas ça qui va transformer le modèle d'affaires, on le comprend bien. Mais Elon Musk cherche à moins dépendre de la publicité qui représente quand même 90 % des revenus de Twitter. 230
37 millions d'utilisateurs chez Twitter. En tout cas, oui, à suivre Voilà. tout ça, Gérald. Merci. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure à Zone Économie sur ICRDI. Au revoir, bonne soirée. 16h30, Nadie avec nous pour les manchettes. Nadie, Québec solidaire souhaite que le transport collectif entre Montréal et la Rive-Sud soit gratuit pendant les travaux dans le tunnel La Fontaine. Voilà, le parti estime que les mesures d'atténuation mises en place par le gouvernement Legault sont insuffisantes. Le député solidaire Étienne Grandmont croit qu'une meilleure accessibilité aux transports en commun pourrait aider les automobilistes à changer leur comportement à long terme. C'est une façon, finalement, de leur offrir l'opportunité d'avoir, à budget égal, une alternative de transport pour se déplacer vers l'île de Montréal. Et qui sait, moi je pense toujours qu'il faut profiter de ces crises-là pour faire des gains sur le plus long terme. Ces mesures de mitigation-là pourraient devenir des nouveaux comportements qu'auront adopté les gens dans les prochaines années. Donc, on peut espérer que les gens profiteront de ces 3 années-là pour se débarrasser d'une voiture, par exemple, et commencer à utiliser le transport en commun. Depuis hier, la moitié des voies sont fermées dans le pont-tunnel. Les travaux doivent durer 3 ans. La Ville de Montréal prévoit ajouter 200 km de pistes cyclables d'ici la fin de 2027, une augmentation de plus de 20 %. Voilà, le réseau Express Vélo, le rêve, doit inclure notamment le boulevard Henri Bourassa, le boulevard Lacordaire et la rue Jean Talon. Voici là-dessus le reportage de Benoît Chapdelaine. Le nouveau plan vélo de la ville accorde une place importante aux arrondissements peu ou pas desservis par le rêve, comme Montréal-Nord. En principe, les cyclistes pourront donc circuler en toute sécurité sur le boulevard Henri Bourassa dans les prochaines années. La responsable du transport au comité exécutif, Sophie Mosroll. Pour les gens qui sont en auto aussi, c'est plus simple, c'est moins risqué, c'est moins stressant parce que tout le monde a sa place. Il y a le trottoir, il y a la piste cyclable, le stationnement, la voie de circulation, des espaces dédiés au transport collectif. Le PDG de Vélo Québec, Jean-François Harault, salue le nouveau plan de la ville. Ce qui est très important, c'est de relier les quartiers qui n'ont pas nécessairement de lien cyclable. On va parler de Parc Extension, Saint-Michel, Montréal-Nord. L'opposition officielle à l'Hôtel de Ville se réjouit que des axes du réseau Express Vélo se rendent tels que demandés dans des arrondissements de l'Ouest, comme Pierrefonds, Roxborough et Saint-Laurent. La porte-parole, Alba Zunica Ramos. Pour nous, ça va être essentiel, là, qu'il y ait une bonne communication claire auprès des citoyens, des citoyennes lors de la conception et la construction des projets d'aménagement cyclable qui s'en viennent. Durant la pandémie, en 2020, l'ombudsman de la ville avait recommandé de mieux informer la population, après avoir reçu plus de 300 plaintes pour des aménagements urbains destinés aux cyclistes et piétons. Ici Benoît Chapdelaine, Radio-Canada, Montréal. Et Nadie, le maire de l'arrondissement d'Anjou, Louis Miranda, fait l'objet d'une plainte à la Commission municipale du Québec. Oui, selon la plainte logée par la mère d'un adolescent, l'élu aurait contrevenu à plusieurs dispositions du Code d'éthique et de conduite des membres du Conseil de la ville et des conseils d'arrondissement et de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. À cause de sa conduite lors de la réunion du Conseil d'arrondissement d'Anjou le 4 octobre dernier, un jeune de 15 ans avait alors été rapproué par le maire lorsqu'il lui avait posé une question sur la fermeture des terrains de soccer synthétiques. Merci Nadie, à tout à l'heure. À tantôt. Ludovic, en circulation. 2 événements à vous signaler, Annie, à Saint-Jérôme sur l'autoroute des Laurentides de Nord, l'autoroute 15 Nord, au début de la jonction de la 117. On a un accident, la voie de droite est retranchée en protection. L'autoroute 13 Nord, à la hauteur de la Chemédé, à la hauteur d'Henri Bourassa, on a un véhicule en panne dans l'accotement de droite. Pour ce qui est de l'autoroute 15 Nord, là, je vous en parlais, c'est lent là, de la 440 jusqu'au pont Gédéon, mais ensuite des ralentissements à prévoir de ce côté-là. Pour les traversées là, du Saint-Laurent, le tunnel, pour l'avoir fait il y a quelques minutes par Souligny, on ralentit à partir de Aigle, on parle d'un chrono de 22 minutes. Par la métropolitaine en est de Viau jusqu'à la fin du tunnel, on parle d'un chrono de 35 minutes. Et par la 25 Sud, on ralentit à la hauteur de Bourbier, on parle de 32 minutes. Pont Jacques-Cartier, on est nombreux sur Papineau à partir de Saint-Joseph. Victoria, c'est recommandable. Le pont Champlain, on est à la Vérandrie. Par Bonaventure, on est au pont Clément, je vous dirais. Et par le pont Mercier, là, on est à l'échangeur Saint-Pierre. On est un peu plus tôt. D'accord, merci. Et puis Ève, c'est arrivé au centre-ville, ce dégagement. J'ai jamais vu un dégagement se faire suivre par autant de gens en même temps. J'ai eu du monde de partout, de Montréal, de Laval, qui m'envoyait vraiment comme l'évolution, même du côté de Saint-Louis-de-France, qui est près de Trois-Rivières. Alors là aussi, j'ai eu droit à un petit chien assis, mais dans le ciel, dans un fond de ciel bleu. Alors vraiment, c'est assez amusant. Même j'apprends des noms. Saint-Urbain, le premier, c'est en Montérégie. Là, et la ligne était la ligne des nuages, parce que je dis tout à l'heure. Oui, 16h20. Là, je vous dirais que c'est
quand même assez douce à Montréal, mais ça frôle le point de congélation pour les autres secteurs. Merci, Ève. Martin, tennis à Paris, Shapovalov a connu un premier tour compliqué. Oui, ça a été compliqué pour lui. Ça a duré 2h14 son match de premier tour contre Francisco Cerul Dolo, qui est 30e mondial, un Argentin. Il a offert une bonne résistance, mais au final, c'est le Canadien qui a gagné. Ça vient tout juste de se terminer, ce match-là. Shapovalov a perdu la première manche au bris d'égalité, mais a gagné les deux suivantes, 6-3, 6-4. Ça paraît peut-être pas au pointage, au score, mais Shapovalov s'est enfargé là, à quelques reprises. C'était pas rare que sur sa partie au service, il se retrouve en déficit 0-30 et que là, qu'ils doivent sortir des gros services pour revenir de l'arrière. Ultimement, il gagnait le point, mais c'est qu'il a passé beaucoup de temps là, sur le terrain dans un tournoi Masters 1000 comme celui-là où les plus grands noms du tennis y sont. On essaie d'être un peu plus expéditif que ça là, au premier tour. Quoi qu'il en soit, il a gagné pour se reposer en attendant de connaître son adversaire pour le deuxième tour. Et Félix Auger-Aliassime, lui, va jouer demain, Martin. Oui, c'est demain que ça va se passer pour Auger-Aliassime. Là, il se remet de cette victoire à Bâle, donc dimanche. Et au premier tour, il va affronter le Suédois Mikael Ymer. Donc, ça, c'est un match qui aura lieu demain. On a parlé à Félix Auger-Aliassime aujourd'hui sur la confiance qu'il a après avoir gagné là, ses 3 titres consécutifs. Parce qu'il nous disait, je sens que maintenant, dans les matchs, peu importe qui est de l'autre côté, j'ai une vraie chance de gagner ce match-là, peu importe l'adversaire. Mais il y a aussi c'est une confiance qui est pas comme ça prise dans les airs où il dit je me sens bien puis je peux gagner. C'est tout réfléchi. Voici Félix Auger-Aliassime. Je pense que c'est une confiance qui est bâtie sur des choses concrètes, sur une façon de jouer, sur de se préparer, sur une discipline dans l'effort, dans la préparation. Donc c'est pas des choses en l'air. Tu n'as pas l'impression de dire je surfe sur une vague et je sais pas quand ça va s'arrêter. Non, j'espère. Je me dis que c'est des choses concrètes, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je sais pourquoi je gagne, je sais pourquoi des fois je perds, mais je pense que c'est important aussi de savoir pourquoi ces choses-là arrivent et pourquoi aussi des fois on joue moins bien. Alors, son match, Félix, est prévu demain matin. Là, pour l'instant, l'horaire nous donne 7h30, heure de Montréal, demain matin. OK, je pense à Paris, 7h30. Ça commence tôt. Non, 7h30 ici. Ouais. Donc, on verra là, si ça se bouscule dans l'horaire là-bas. Mais ça devrait être en matinée que sera disputé ce match pour Félix. Merci, Martin. La présidence de l'Assemblée nationale a rendu sa décision. On nous dit que les 3 députés péquistes, puis les 11 députés de Québec solidaire, ceux qui viennent d'être élus là, le 3 octobre, ne pourront pas siéger à la reprise des travaux le 29 novembre parce qu'ils ont refusé de prêter serment d'allégeance au roi d'Angleterre. Je vais vous lire un extrait là, de ce que la présidence écrit. « J'avise les députés qui n'ont pas prêté serment que cela les empêche de prendre place à la salle de l'Assemblée nationale ou dans l'une de ses commissions pour y siéger. Et la conclusion de l'avis, c'est assez intéressant, vous allez voir, je donne l'ordre formel à la sergente d'armes de veiller à ce que la présente décision soit appliquée de manière que les députés qui n'ont pas prêté serment ne puissent prendre place dans la salle de l'Assemblée nationale. Et on ajoute, dans le cas où une personne refuserait de se plier à cette interdiction, la sergente d'armes sera légitimée de l'expulser. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, député péquiste de Camille Lorrain, avec nous au bout du fil. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Êtes-vous prêt à vous faire expulser par la sergente d'armes, monsieur Saint-Pierre Plamondon? Bien, là, il y a quelques éléments à préciser. Il s'agit du président sortant, qui est à l'origine un élu de la CAQ, qui n'est plus un élu aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il est représentatif de l'Assemblée nationale et de la prochaine législature? La réponse, c'est non. On est devant une commande politique de la CAQ à François Paradis, qui n'est pas avocat, mais qui se permet une opinion juridique et qui se permet de donner des ordres en toute conséquence avec la position de la CAQ. Puis, M. Jolin Barrette, M. Legault ont été très clairs, ils n'entendent pas collaborer sur la question du serment. Ils veulent voir les péquistes et les solidaires faire comme eux et faire ce serment au roi. OK, donc cet avis-là, pour vous, il n'était pas essentiel que la présidence représentée par le président sortant, c'était pas essentiel dans le cours des choses, si on veut. C'est un avis non sollicité
par une personne qui n'est plus un élu à l'Assemblée nationale. Donc, on est devant une commande politique qui vient de la CAQ. Et nous, on a maintenant plus d'une douzaine de juristes représentant toutes les universités au Québec, même l'Université d'Ottawa, qui ont identifié une solution à cette impasse-là, à savoir une résolution, ce qu'on appelle une motion dans le langage courant, qui dit simplement que les élus sont d'accord qu'on ne devrait pas empêcher de siéger un élu pour la question du serment du roi, dans quel cas les chances, selon ces juristes constitutionnalistes, les chances sont qu'il n'y aura pas de problème et que tout le monde va pouvoir siéger. Mais la CAQ n'en veut pas de cette solution-là. Et comme ils sont majoritaires et au pouvoir, ça veut dire que vous ne pourrez pas être là à la reprise des travaux le 29 novembre. Bien, c'est-à-dire qu'on va solliciter la nouvelle présidence pour qu'on ait l'opinion des gens qui sont élus, parce que M. Paradis n'est pas un élu, il ne l'est plus. Et on va continuer de négocier avec la CAQ parce que c'est de la mauvaise foi. C'est vraiment de parler de conséquences, de démontrer une fermeture à la collaboration qui est complète, alors que les juristes des 4 coins du Québec, même en Ontario, nous donnent la solution, nous identifient la voie de passage. Donc, c'est triste. OK, mais si cet avis, selon vos mots, est une commande politique de la CAQ, en quoi le prochain avis de la nouvelle présidence, qui sera fort possiblement aussi un ou une élue de la CAQ, serait différent de celui-là?